Les rubriques Actualité, sensibilisation et connaissance de la sécurité civile constitueront l'ossature de ce 50e numéro du magazine Sécurité civile et population. Je serai accompagné du brigadier chef Donald Ouromba. Bonjour brigadier chef. Bonjour mon lieutenant. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Du 4 au 8 octobre 2023, le commandement de la sécurité civile, représenté par son commandant en second, le colonel de police Serge Pépin Itoa Poto, a pris part au 129e Congrès national des sapeurs-pompiers de France qui s'est tenu à Toulouse. Reportage. Au cœur de Toulouse, les allées Jules Guest et le jardin du Grand Rond ont contenu du 4 au 8 octobre 2023 le village sapeurs-pompiers et ses nombreuses animations. Tout comme le mythe, parc des expositions et centre de convention de Toulouse a abrité le salon commercial de la sécurité civile, les conférences et plusieurs autres activités au compte du 129e Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Ce rendez-vous annuel incontournable a réuni durant 4 jours près de 500 exposants, 3000 congressistes et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Et cette année, il y a eu au moins 20 pays qui ont été invités. C'est un événement qui offre aux professionnels des moments de partage et d'échange uniques et permet à ces femmes et hommes de faire découvrir et partager leur métier passion dans une ambiance conviviale et festive. Ainsi donc, les moments forts de ce rendez-vous annuel ont été marqués dans un premier temps par l'organisation de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Une Assemblée générale qui, lors des moments politiques forts, a été le théâtre d'une journée passionnante d'échanges et de débats prononcés, de grands discours d'engagement et de promesses de certains représentants de l'État, du ministre de l'Intérieur, des Outre-mer, du ministre de la Santé, du ministre de la Ruralité, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, sans oublier, n'est-ce pas, les élus locaux. En fait, l'objectif serait d'améliorer les priorités qui s'imposent à l'exercice de leur métier. Dans le second temps, la visite du village d'innovation, nous avons été énormément fascinés par les expositions dédiées à l'innovation technologique, organisationnelle et managériale de la sécurité civile et intérieure de la France, installée sur plus de 1600 mètres carrés de superficie. Et enfin, des conférences-débats avec des grandes thématiques sur les questions de gestion de crise et catastrophes de tout genre, méthodes d'évaluation et avec échange d'expériences. Toutes les conférences avec chacune des thématiques proposées et projetées ont été riches d'enseignements. Comme vous venez de le dire, certaines sont celles qui ont attiré notre humble attention et notre modèle de sécurité civile. On va prendre quelques exemples. La prévalence de certaines pathologies chez les pompiers, comment réduire les risques. Ainsi donc, il a été fortement démontré que les sapeurs-pompiers, d'où qu'ils soient, sont exposés à des risques de diverses pathologies plus élevés que les populations générales. De façon générale, les causes de cette prévalence accrue sont multiples, notamment l'exposition à des produits chimiques et à des fumées toxiques lors des incendies. Ainsi donc, il est recommandé de prendre des mesures préventives telles que le port d'équipements de protection individuelle appropriés, la formation sur les bonnes pratiques en matière de sécurité incendie et naturellement la mise en place de programmes de dépistage précoce de certaines pathologies. Nous avons eu la résilience des sapeurs-pompiers face aux crises de feux de forêt. Ainsi donc, il a été démontré que cette résilience est un sujet de recherche très important. En France, par exemple, en septembre 2022, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a lancé un ambitieux projet de recherche sur les crises majeures. Ce travail de recherche prévu sur 2 ans, 2022-2024, vise à mettre en avant les compétences des sapeurs-pompiers en matière de gestion de crise et les potentielles pistes d'évolution. L'un des grands axes de travail consiste à identifier les leviers de résilience nécessaires pour surmonter les situations extrêmes parmi lesquelles on retrouve les feux de très grande ampleur et de longue durée. Nous avions aussi regardé du côté de la prévision incendie, des actualités sur le retour d'expérience, sur les règles à venir sur les constructions en bois. La réglementation de la sécurité incendie dans les constructions en bois demeure un sujet d'actualité important chez nous au Congo. En France, par exemple, il y a un groupe de travail réunissant des professionnels de la filière
sous l'égide du ministère du Logement et de l'Intérieur, œuvrent afin d'harmoniser les règles et d'obtenir un cadre réglementaire cohérent. Nous avons entre-temps parlé de quelles sont les perspectives pour la sécurité civile face aux risques majeurs. Nous disons tout simplement que les perspectives pour la sécurité civile face aux risques majeurs sont également un sujet de recherche important. C'est une question de sécurité intérieure qui demande l'implication de plusieurs acteurs. Notons que ce rassemblement a offert aux participants des moments de partage et d'échange uniques dans une ambiance conviviale et festive. Chers téléspectateurs, dans la rubrique Connaissance de la sécurité civile de ce jour, notre reporter Georges Massamba nous fera découvrir le quotidien du sapeur-pompier, notamment ceux du centre de secours principal du centre-ville de Brazzaville. Reportage. Chef de section montant, les deux sections rassemblées, prêtes pour la relève. La deux chefs Babi Lourige, chef de section A. Le commandement de la sécurité civile, au terme du décret 219-377 du 27 décembre 2019, est l'organe technique qui assiste le ministre en charge de la sécurité dans ses attributions en matière de sécurité civile, à savoir la protection de la population, la sauvegarde des biens et de l'environnement, l'information et l'alerte des populations, l'évaluation et l'analyse des risques de catastrophes. Au travers ces structures opérationnelles d'intervention et de secours, il dispose dans les différents centres de secours principaux, secondaires et spéciaux, des personnels appelés sapeurs-pompiers, spécialistes des secours incendie, le sauvetage, le secours à victimes et assistance à personnes, le secours routier et autres. Bras armés de la sécurité civile ou corps opérationnels sont organisés en plusieurs sections qui se relaient après un service de 24 heures. Cependant, la journée proprement parlée débute le matin à 7 heures par un rassemblement de deux sections, montantes et descendantes. S'ensuit la passation des consignes, le contrôle des effectifs et l'inspection du matériel de travail. Chaque matin, pendant la passation des consignes, les deux sections se rassemblent. Donc la section descendante et la montante. Nous faisons un rassemblement de façon orthodoxe. Et au rassemblement, on fait le point des véhicules et du matériel, les anomalies. Donc pendant la permanence, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on fait état au rassemblement verbalement. Après le rassemblement, on vient vers les engins pour toucher du doigt. On vérifie les engins, tout le système sonore, tout le système hydraulique. Après, on vérifie le matériel, on compte le nombre du matériel. Après là, nous passons à la chambrée, contrôler les literies. Donc, la façon de confectionner les mousses, les lits, tout, et le matériel qui est dans la chambrée. Après là-bas, nous repartons au rassemblement pour se séparer. L'objectif de ce contrôle-là, c'est pour avoir l'idée nette du matériel que nous avons. Parce qu'au cas d'une disparition d'un matériel, automatiquement ça doit être signalé. Donc chaque matériel doit avoir sa place. Quand il y a incendie, quand nous allons sur le terrain, quand on dit équipe BAT, donc équipe d'alimentation, ils connaissent là où se trouvent leurs tuyaux, leur division. Quand on dit équipe BAT, ils connaissent là où se placent les lances et les tuyaux. L'équipe médicale contrôle l'ambulance, fait état du matériel et les conducteurs qui sont alloués dans les ambulances. Ils contrôlent le matériel, ils font le point des produits que la descendante a laissés pour que la montante ne soit pas surprise au cas où il y a une situation. L'incendie, c'est la même chose. En bas. Aux heures creuses, en attente des éventuelles interventions, les sapeurs-pompiers s'exercent pour maintenir et renforcer leurs capacités opérationnelles. Nous sommes dans une section opérationnelle où nous sommes en train d'attendre certainement le départ de l'incendie.
Parce que si nous restons seulement comme ça, nous serons surpris par un autre événement de grande ampleur. Donc il faudrait de jour au jour que nous nous entraînons, puisque c'est le quotidien de sapeurs-pompiers. Nous avions 3 sections du jour. La section qui monte, par exemple la section qui est montée ce matin, nous avons eu à faire le déplacement contre les chutes avec l'autre section descendante. Nous avions pensé maintenant passer à un sauvetage par extérieur, parce que là il s'agit par exemple d'un immeuble qui brûle, dont il y a des victimes à l'intérieur. Mais puisque les voies d'accès sont bloquées, nous avons la possibilité d'aller du balcon en balcon pour extraire la victime en faisant ce genre de sauvetage par extérieur, que les préparer avant qu'il y ait un événement. Donc c'est l'instruction continue que nous faisons toutes les fois. À l'époque, il y a un de nos anciens qui est parti, qui nous disait que le pompier c'est le physique. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le physique du pompier. On n'abandonne rien, on met le matériel, le moyen est déjà mis en mouvement. Tous sur le terrain, il y a des pêches. Si nous sommes à la hauteur, on prend les pêches pour vite arriver. On ne peut plus encore redescendre sur les marches d'escalier telles que nous avons fait. Nous sommes au balcon à l'héliporter. Quand nous étions là-bas, si supposant qu'il y avait incendie, on ne devait pas descendre par les marches d'escalier. On devait seulement utiliser la pêche vite pour gagner un peu du temps. Également, les sapeurs-pompiers encore appelés soldats du feu mettent à profit ces moments relax pour la distraction en usant de nombreux jeux à leur disposition, à savoir le jeu de dames, de ludo, de Scrabble et d'autres. Quant à l'intervention, l'information part du centre de traitement des alertes qui, au reçu de l'appel, l'oriente au centre de secours le plus proche du lieu du sinistre. Ici, c'est le centre de traitement d'alerte. Donc, tous les appels de Brazzaville tombent ici. Et nous organisons comment? C'est par rapport à la proximité de l'appel. Nous avons des différents centres dans tout Brazzaville. Donc, si on nous appelle ici, nous recevons. Si c'est à Makelekele, on envoie à Makelekele. Si c'est à Wenze, on envoie le centre de Wenze. Ça se passe ici, là. Donc, tous les appels de Brazzaville tombent ici. D'abord, pour le moment, nous demandons d'abord l'identité, l'identité et l'adresse précise pour nous faciliter l'opération. De retour d'une intervention infructueuse, cette équipe a été trompée par une fausse alerte incendie venant d'un citoyen mal intentionné. Un acte très coûteux en matière de carburant et d'efforts pour le commandement. Car de l'appel dépend l'adéquation des moyens mis en œuvre. Je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure là, on a reçu un appel. C'est justement une fausse alerte. Une fausse alerte. On appelle farfelu. Plusieurs fois ça nous arrive. Tout à l'heure là, vous venez de voir, il y a un appel farfelu. Ils nous appellent, c'est pour ça qu'ils sont partis. Ils sont revenus. Il n'y a pas d'incendie, une fausse alerte. C'est comme nous voulons dire, comme conseil, nous sommes là, nous sommes ici pour eux. Vous voyez, le fait qu'ils dérangent, ça dit qu'ils nous dérangent là. Parfois, la personne est dans le sinistre. Il n'arrive pas à nous joindre. Pourquoi? Parce que le réseau est encombré. Parce que ces mêmes personnes-là, nous leur demandons de ne pas trop nous déranger. Nous sommes là pour eux. Quand ils appellent, ils envoient le secours, ils ne doivent pas trop nous déranger. Parce que le fait qu'ils font ça, ils encombrent la ligne. Vous voyez, là, ça se passe devant vous. La personne ne parle pas. Mais seulement s'il y avait sinistre, on ne peut pas nous joindre. Si on nous dit on veut pas en retard, nous sommes là pour eux. Vous voyez, tout ça. Nous sommes là pour eux. Donc ils ne doivent pas appeler inutilement. Nous sommes un service humanitaire, nous sommes là pour eux. Des fois, ils nous appellent pour nous injurier. Ils nous appellent pour donner des fausses alertes. Non, c'est fatigant, nous sommes là pour eux. Mais ils ne doivent pas faire ça. Allô? Service de sapeurs-pompiers, bonjour. Allô? Allô? Oui, ça passe devant vous. En ce moment-là, si quelqu'un est le sinistre, il ne peut pas nous joindre. Parce que la ligne est encombrée. Rappelons que chaque jeudi et samedi sont pour les sapeurs-pompiers des journées sportives. Cela sans aucun impact négatif sur le fonctionnement normal des services. Les difficultés respiratoires sont récurrentes dans notre pays.
Le médecin capitaine de police Batinga Florent Claver nous édifie sur la prise en charge d'une victime confrontée à cette situation de détresse et plus singulièrement le cas d'un asthmatique. Suivant. J'ai en face de moi une victime qui présente des difficultés respiratoires. Le geste à faire, c'est de placer la victime en position semi-assise ou demi-assise. Donc je procède, vous prenez votre victime le plus simplement possible, vous la ramenez en position assise. Et dans cette position, ma victime est assise. Et avec cette position, ça me permet d'avoir également le contact visuel avec mon malade, pour savoir si votre malade va bien, si votre malade n'est pas inconscient. Donc cette position vous permet d'avoir un contact avec la victime. Et pendant cette position, généralement le malade qui présente des difficultés respiratoires a du mal à parler. Ce qu'il faut faire, c'est de rassurer le malade. Vous rassurez votre malade et vous attendez les services habilités. Lorsque vous placez votre malade dans cette position semi-assise, le malade étant dans cette position, ses muscles abdominaux sont détendus, ce qui améliore sa respiration et favorise l'oxygénation de la victime. Il n'est pas autorisé que la victime soit entourée de beaucoup de personnes. La victime doit rester dans un milieu aéré. Alors, si nous prenons un cas typique, par exemple, une victime qui présente des difficultés respiratoires en rapport avec l'asthme, nous sommes dans un cas typique. Parmi les traitements, cette position assise fait partie du traitement. Donc c'est la mesure posturale. Vous mettez votre patient en décubitus en position semi-assise et ensuite le traitement médical viendra après. Généralement on associe les corticoïdes et les bêta-mimétiques. Mais en ce qui concerne les secouristes, c'est de placer votre victime en position semi-assise. Et à ce moment-là, elle peut prendre sa ventoline, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez une victime qui présente une difficulté respiratoire, que vous voulez emmener par exemple à l'hôpital, la position idéale c'est dans cette position-là. Même dans un moyen de transport, dans un taxi, c'est dans cette position qu'il faut placer le malade jusqu'à arriver à l'hôpital. Si vous êtes à la maison, vous avez appelé les secours médicalisés, c'est dans cette position que vous allez placer votre victime et attendre l'arrivée des secours médicalisés. Une difficulté respiratoire, une dyspnée, est un symptôme caractérisé par une sensation de gêne respiratoire, allant du simple inconfort à l'état d'asphyxie. Les causes qui font à ce qu'une personne présente une détresse respiratoire sont multiples. Nous avons des causes bronchopulmonaires, donc certaines maladies au niveau des poumons et des bronches, telles que l'asthme, telles que les pneumopathies, il y a la tuberculose, il y a le cancer bronchopulmonaire à l'état avancé. Vous avez d'autres causes telles que les maladies cardiaques, vous avez l'insuffisance cardiaque droite, l'insuffisance cardiaque d'autres. Dans un contexte traumatique, en cas de traumatisme par exemple du thorax, vous pouvez avoir une rupture de côte qui peut également entraîner une détresse, une difficulté respiratoire. Donc en cas de difficulté respiratoire, la position idéale pour placer votre malade en cas de difficulté respiratoire, c'est la position demi-assise. Ses muscles abdominaux sont détendus. Cela améliore sa respiration et favorise l'oxygénation de la victime. Quand une personne tombe ou quand une personne est en difficulté respiratoire, il faut l'aérer. Normalement, vous l'aérez, vous le placez en position demi-assise. Habituellement, cette position est spontanément prise par le malade. Si le malade est déjà dans cette position assise, soit contre le mur, soit au lit, vous le gardez dans une même position, dans cette même position. Plusieurs fois directeur de la sécurité civile, le colonel de police à la retraite, Étienne Félix Mankassa, n'est plus. Il a tiré sa révérence le jeudi 4 octobre 2023 à Paris, en France. Le magazine Sécurité civile et population lui rend hommage à travers cette vocation que nous vous proposons de suivre.
Après plusieurs années de loyaux services et un parcours élogieux à la police nationale, le colonel de police à la retraite Étienne Félix Mankassa a assumé de nombreuses fonctions, notamment à la sécurité civile, où, tour à tour, il a été directeur de la protection civile de 1979 à 1984, puis de 1989 à 1994. Directeur général de la protection civile de 1997 à 1998. Directeur général de la sécurité civile en 1999. La même année, la direction générale de la sécurité civile ayant mué en direction centrale rattachée au ministère de la sécurité et de la police, l'illustre disparu sera maintenu à la tête de cette nouvelle structure jusqu'en 2022. Il est décédé le 4 octobre 2023 à Paris en France, où il a été également inhumé le jeudi 19 octobre. Peu avant sa mise en terre, les personnels du commandement de la sécurité civile lui ont rendu un dernier hommage en participant le mercredi 18 octobre 2023 à la veillée mortuaire organisée au quartier Mbemba-Landou dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Le colonel Mankassa, pour moi, a été non pas seulement un beau-frère, mais aussi un ami. Le colonel Mankassa, comme l'a dit le commandant, était très généreux. Ça, il faut le reconnaître. Vraiment, il était plein d'humanisme. Je me rappelle quand il est venu en stage en France, moi aussi je m'y retrouvais, je me moquais de lui parce qu'il faisait toutes les casernes. Il allait à Lyon, à Bordeaux, il connaissait bien la France. Et je lui ai dit un jour, mais mon frère, moi je t'envie pas, hein. Être soldat du feu, tu seras bousillé par le feu. Il m'a dit, mais moi aussi je t'envie pas, hein. Être diplomate, tu seras bousillé par la guerre. Bref, il était là. Le colonel Mankassa, je l'ai vu construire votre caserne. Donc je me moquais toujours en disant c'est une tour. Parce que les amis français qui étaient venus construire cette caserne étaient mes amis. Et on a souvent mangé ensemble. Le colonel Mankassa est parti, c'est la loi de la nature. Mais l'œuvre est là. Et je pense que s'il n'avait pas semé, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est cet esprit de fraternité, d'amour qui ont toujours caractérisé les pompiers. Parce que dans mon pays d'adoption, qui sont justement les États-Unis, le pompier est un homme très vénéré. Vous savez, quand on les appelle, on ne paie pas. Ils viennent intervenir. Ce n'est qu'à Noël qu'ils passent pour prendre les étrennes. Ils sont là, ils sont beaucoup respectés. Comme ici, je vois que vous êtes beaucoup respectés. Mais le travail que vous exercez est très difficile, parfois incompris. À l'époque, quand on était jeune, la caserne était vers la mairie centrale, dans la rue qu'on appelle aujourd'hui la rue Senso, Joseph Senso, qui était l'un des maires de Brazzaville. Et les pompiers, on les voyait, nous, vous voyez, je ne savais pas qu'ils seraient aussi beaux que vous, hein. On les voyait avec de gros casques. Et toujours là, en mitouflé, de tenue un peu grossière, mais ça a évolué. Je ne pensais pas que chez les pompiers colonels, il y aurait des femmes. Elles sont là, toutes belles, elles se fardent. C'est une grâce, ça. On ne pense qu'il y aurait des femmes. Évidemment, je ne veux pas rester longtemps, parce que trop parler nuit. Je voudrais vous remercier infiniment pour être revenu présenter vos condoléances à la famille, à l'oncle paternel qui est là, c'est lui le chef de famille. Alors je vous inviterai, si votre loi le permet, d'écrire un mot dans le livre de condoléances, qu'on le remettra plus tard à ce niveau. Même le jeudi 19 octobre 2023, ils ont pris part à la messe d'action de grâce en sa mémoire,
tenu en l'église Saint-Pie-X au quartier Sangolo-Omès dans le même arrondissement. Les fonctions qui d'ailleurs exercées avec zèle et application, c'est donc que nous pouvons toutefois dire que sous son autorité, la sécurité civile a produit un essor appréciable. C'est ici l'occasion de nous rendre un hommage digne, mérité à son nom, par rapport au loyal service qu'il a rendu à la nation congolaise. D'où notre présence à cette messe qui n'est autre que le signe de notre attachement à son nom. Monsieur le ministre, veuillez transmettre à la famille que de tout cœur nous sommes avec vous. Ayant dit cela, que son âme repose en paix dans la miséricorde de Dieu. Ainsi, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son âme repose en paix. Le magazine Sécurité civile et population, c'est fini pour aujourd'hui. Merci le brigadier chef Oromba. Merci, mon lieutenant. Supervision, commandement de la sécurité civile. Prise de vue, Georges Lemassomba. Réalisation, Emar Bouka. Nous espérons vous retrouver très prochainement sur Télé Congo.